Bien, Madame l'ambassadeur de France en Belgique, chers collègues, mesdames et messieurs, que je salue en vos titres et qualités, c'est en tant que recteur de l'Université de Mons que je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre université, à l'occasion de cette mise à l'honneur du professeur Guylain Majrot. C'est un événement important, c'est un événement prestigieux pour notre communauté universitaire, car il n'est pas courant qu'une des plus hautes distinctions chères à nos amis français soit attribuée à l'un des nôtres. Cette distinction sera de surcroît remise en nos murs au professeur Majrot par Madame Claude France Arnoult, ambassadeur de France en Belgique. Je souhaite ici remercier chaleureusement Madame l'ambassadeur d'avoir accepté notre invitation de venir à Mons et de profiter de cet événement pour mieux connaître notre université. Les liens qui unissent notre université aux universités françaises sont multiples et forts. L'année académique écoulée a d'ailleurs été déclarée année de la France au sein de notre institution et en collaboration avec l'ambassade de France, cela a été pour nous l'occasion d'organiser une bonne dizaine d'événements qui nous ont permis de mettre en avant la France, sa culture et donc de promouvoir et de consolider les collaborations avec des partenaires d'outre-Québec. Les collaborations avec les universités françaises constituent en effet un axe fort de la stratégie internationale de l'Université de Mons. Nous partageons en commun beaucoup de choses, le voisinage géographique bien sûr, la proximité de nos cultures et une similitude aussi dans les missions et les objectifs de nos universités, à savoir un même souci de contribuer au développement régional avec une recherche de haut niveau. Même si aujourd'hui les réseaux internationaux jouent et joueront un rôle primordial à l'avenir et ces réseaux ne s'embarrassent ni des distances ni des frontières, nos relations avec les universités françaises constituent un des objectifs prioritaires de l'action de notre université. L'octroi des insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur récompense l'action du professeur Guylain Majrot, qui a consacré sa vie à la cause des personnes en situation de handicap et plus particulièrement envers les personnes atteintes d'autisme. Je tiens ici à le féliciter chaleureusement pour la prestigieuse récompense qu'il recevra dans quelques minutes. Cette Légion d'honneur consacre son engagement et son investissement envers les personnes en situation de handicap et dont il a inlassablement voulu contribuer à leur intégration dans tous les secteurs de la société. Cette distinction rejaillit aussi sur les deux organismes au sein desquels le professeur Majrot a réalisé sa carrière, à savoir la faculté de psychologie de sciences de l'éducation de Mons, d'une part, et la fondation SUSA, d'autre part. Il y a d'abord la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Le professeur Majrot est entré en janvier 1976 comme chargé de recherche et durant près de 30 ans, il y mènera ses activités d'enseignement, de recherche et de service à la société, en orientant essentiellement ses activités vers les possibilités d'intervention concrètes et pratiques dans le domaine du handicap. C'est dans ce contexte qu'en 1991, il créera au départ de son service d'orthopédagogie le SUSA, donc le service universitaire spécialisé pour autistes, dans un premier temps sous statut d'ASBL, puis devenu fondation en 2008. La mission fondamentale du SUSA consiste en l'accompagnement non seulement des personnes avec autisme et des personnes ayant une déficience intellectuelle associée à des troubles graves du comportement, mais aussi en l'accompagnement de leurs proches. En attribuant les insignes de chevalier dans l'ordre de Légion d'honneur au professeur Majrot, c'est évidemment et avant tout lui-même qui est mis à l'honneur. Mais c'est aussi le couronnement d'un projet d'accompagnement des autistes et de leurs proches qui, en 25 ans, est devenu une réelle référence internationale. Je m'en voudrais d'être plus long, car plusieurs personnes vont prendre la parole au cours de cette cérémonie. Il y aura d'abord M. Laurent Lefebvre, qui est professeur à l'UMONS, doyen de la faculté de psychologie de sciences de l'éducation, et qui est le chef de service de psychologie cognitive et neuropsychologie. Il évoquera les liens historiques de recherche et d'enseignement entre le professeur Majrot et sa faculté. M. Éric Ouillet est docteur en psychologie et il assume la direction du SUSA
Il y est également donc, au sein de l'Université de Mons chargé d'enseignement dans le secteur de la clinique comportementale. Le professeur Bernadette Roger est professeur de psychologie à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Elle a créé plusieurs centres d'accompagnement spécialisés à Toulouse et à Martel. Elle est une référence internationale en matière d'autisme. Et il y aura enfin l'intervention de son Excellence Madame Claude France Arnould, qui a pris ses fonctions d'ambassadeur de France en Belgique en octobre 2015. Pour terminer, je me permettrai de reprendre une des citations prononcées par le professeur Bernadette Roger dans un cadre général il y a quelques années. Elle me semble particulièrement adaptée pour résumer l'action du professeur Majerot, à savoir qu'innover était crucial dans le domaine de l'autisme, tant les idées poussiéreuses ont eu la vie dure. Je vous remercie pour votre attention. Madame l'ambassadeur de France, Monsieur le recteur, Mesdames les consuls et consuls honoraires, Monsieur le produit secteur, Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs, chers collègues, en votre âge de qualité. Voilà tout juste 40 ans cette année, en 1976, que Monsieur le professeur Majerot développa ses activités de recherche et d'intervention à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Mons. Celle-ci concernait les personnes atteintes d'une part de handicap, plus particulièrement les personnes atteintes d'autisme, qu'on en appelle aujourd'hui le trouble du spectre autistique, et d'autre part, les personnes ayant une déficience intellectuelle associée à de graves troubles du comportement. Lorsque j'ai appris personnellement que Monsieur le professeur Majerot serait distingué de si haute manière aujourd'hui pour son engagement et son investissement sans faille envers ces personnes durant toutes ces années, je dois reconnaître que j'ai ressenti une réelle joie. En fait, le terme de joie n'est sans doute pas le plus approprié. Ça ne couvre pas le sens exact de ma pensée. Mais je n'ai pas trouvé de meilleur mot pour exprimer cette sensation qu'un parcours de vie dévoué à une cause si altruiste puisse trouver une reconnaissance sincère venue de la société dans son ensemble. Il n'est sans doute pas de plus belle récompense, Monsieur Majerot, cher Guilain. Et si la fonction de doyen de faculté n'est pas toujours confortable, il est des moments privilégiés, comme maintenant, où la parole nous est offerte pour témoigner de la fierté d'une faculté qui a pu, toi, cher Guilain, te compter parmi ses membres, et qui a pu t'offrir l'environnement propice à tes activités de scientifique et d'homme, activités qui te conduisent ici ce jour. Il est de coutume pour le doyen, en des instants tels que celui-ci, de rappeler succinctement la carrière du confrère, et je n'y dérogerai pas. Enfin, si, je dérogerai quelque peu. J'évoquerai bien la carrière, mais il me sera impossible d'être succinct. Dans la carrière du professeur Majerot, qui fut prolifique et de plus, intimement liée à celle de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Je ne peux donc qu'avoir beaucoup de choses à rappeler. Comme Monsieur le recteur l'a évoqué, Monsieur Majerot est arrivé il y a 40 ans dans ce qui s'appelait encore l'Université de l'État à Mons, le 1er janvier 1976, comme chargé de recherche au GREFAM. Pour les novices comme moi qui ne connaissaient pas le GREFAM, il s'agit en fait du groupe interuniversitaire de recherche et de formation psychologique et pédagogique dans le domaine de l'aliénation mentale. Cette fonction de chargé de recherche était alors financée via un mandat FRFS, c'est-à-dire le Fonds de la recherche fondamentale stratégique, géré par le professeur Marc Richel de l'Université de Liège. Les prestations, dans le cadre de ce mandat, ont été effectuées au département d'orthopédagogie de l'Université de Mons, dirigé alors par le professeur Cordier. 10 mois plus tard, le 1er octobre 1976, Monsieur le professeur Majerot est alors corollairement nommé à la FPSE en qualité de chargé de cours à temps partiel. La carrière académique s'accélère ensuite. Il obtient du 1er janvier au 30 juin 1981 un mandat d'assistant, toujours au sein du service de Jean Cordier, et devient premier assistant au sein même de ce service jusqu'au 31 décembre 1984. Nommé chargé de cours temps plein alors, au 1er janvier 1985, il reçoit le titre de professeur en date du 1er octobre 1986. Il ne sera pas dit que les archives de ma faculté ne sont pas parfaitement tenues, car je peux vous rapporter très précisément que c'est lors du conseil d'administration de l'Université de Mons-Hainaut du 24 septembre 1991, en sa
233e séance, que se voit créer le service unitaire spécialisé pour autisme, autrement appelé SUSA, mis en place alors par le service d'orthopédagogie que M. Majerot dirige, en collaboration avec le docteur Yves Givron. M. Majerot sera ensuite nommé en qualité de professeur ordinaire en date du 1er avril 1992. Cette même année, il est élu secrétaire du conseil de faculté de la FPSE et devient doyen de faculté en 1992. Considérablement investi dans ses activités liées à l'intervention dans le domaine du handicap, il obtiendra en 1999 un subside pour mission scientifique d'une durée de 6 mois qui lui permet de se dégager de toute obligation pédagogique et de se consacrer entièrement à la rédaction d'une synthèse de ses travaux, en particulier dans le domaine de l'autisme et du retard mental. M. Majerot sera admis à la retraite le 1er octobre 2006, mais poursuivra encore ses activités académiques en qualité de professeur de l'université de 2006 à 2009. Actuellement encore, le domaine du handicap mental reste l'un des axes forts soutenus de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UMONS, au travers des activités menées au sein du département d'orthopédagogie clinique dirigé par le professeur Marie-Claire Aloëc d'une part, et au sein du SUSA, justement, mis à l'honneur ce jour, et dirigé par M. Huillet d'autre part. D'ailleurs, pour clore doucement cet impressionnant panorama académique, impossible de ne pas revenir sur cette année 2008, où le SUSA devient Fondation SUSA. La mission de Princeps et fondamentale du SUSA consiste en l'accompagnement tout au long de la vie des personnes avec autisme et des personnes ayant une déficience intellectuelle associée à des troubles graves du comportement et de leurs proches. C'est le couronnement de ce projet novateur, devenu référence internationale, que propose l'ambassade de France au travers de la remise des insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Quelle carrière, cher Dylan. Et je n'ai cité ici que les activités liées à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UMONS, laissant aux nombreux autres collègues qui souhaitent te rendre hommage aujourd'hui le soin d'éclairer l'Assemblée sur les autres facettes de cette riche carrière. Je conclurai, M. Majerot, cher Dylan, en t'adressant au nom de toute la communauté facultaire de la FPSE mes très chaleureuses félicitations pour l'obtention de ces insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Que tu puisses puiser dans cette décoration prestigieuse la force pour poursuivre ton œuvre bien longtemps encore. Bravo à toi. Madame l'ambassadeur, Mesdames consul général et consul honoraire, Monsieur le recteur, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le doyen, chers collègues, Mesdames, Messieurs, permettez-moi quelques mots en préambule. La première des choses à vous dire est de régler une question de forme. Depuis plusieurs années, j'ai perdu, dans des présentations publiques, l'intérêt et l'habitude de lire un texte au bénéfice d'un discours moins formaté pour partager mes passions, préoccupations et plus modestement mes savoirs. Pourtant, aujourd'hui, je sens que j'aurai besoin d'un support visuel particulièrement adapté, c'est-à-dire un texte en grandes lettres, pour tenter de maîtriser, tant que faire se peut, les émotions qui risquent d'émerger à différents moments de mon intervention. Je vous demanderai également toute votre indulgence si des incidents de débordement cognitivo-émotionnel jalonnent mon intervention, car voyez-vous, aujourd'hui est un jour un peu exceptionnel à plusieurs égards. Il salue l'action d'un être un peu à part. Sans lui, l'autisme en Belgique et en France ne serait pas ce qu'il est, et votre humble serviteur ne serait certainement pas là où il est, mais aussi beaucoup d'entre nous ne seraient pas devenus ce qu'ils sont. Monsieur Majerot, vous le savez, nul n'est prophète en son pays. Vous et moi, ainsi que nos collègues les plus anciens, l'avons expérimenté à nos dépens pendant de nombreuses années. Mais heureusement, les temps ont changé. Nous en parlerons plus avant. Prophète, vous l'avez sans doute été de manière plus évidente chez nos voisins du Sud. En témoigne l'honneur qui vous est fait aujourd'hui en vous accordant cette Légion d'honneur française, mais que vous méritez tout autant pour votre action en Belgique. Parce que, même si d'aucuns revendiquent plus de moyens et plus de qualité pour l'autisme en région francophone de Belgique, il faut quand même bien constater que nous disposons d'opportunités d'accompagnement
d'accueil ou de traitement encore enviées de l'autre côté de la frontière et qui, pour bonne partie d'entre elles, vous doivent leur existence ou à tout le moins les références que vous avez diffusées. Après ce préambule, je me permettrai d'être plus modeste que le titre ne l'indique et simplement traiter la question de l'autisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais traiter cette question, c'est aussi largement traiter de l'apport de notre héros du jour, Guilain Majrot. En effet, les deux sont intimement liés. Ne me faites pourtant pas dire ce que je n'ai pas voulu dire et me faire établir des liens de causalité qui n'en sont pas. L'autisme n'est pas apparu en Fédération Wallonie-Bruxelles à cause ou parce que Guilain Majrot s'y trouvait. L'autisme n'a malheureusement pas attendu son intérêt pour sa cause pour être présent dans notre pays. Pourtant, on peut retenir une certaine coïncidence interpellante. Si l'on s'en tient aux dates, la définition internationale de l'autisme dans le DSM-3, début des années 80, se confond avec la rencontre qu'a faite Guilain Majrot avec les personnes qui en souffrent. Comme souvent pour lui, les choses se sont faites au travers des familles. C'est en réalisant la première formation de parents résidentiels en 1984 qu'il fait la connaissance de Jérôme Antoine et de leurs parents Mado et Gaston. Cette rencontre sera déterminante pour les 20 années et plus qui ont suivi. Ces formations de parents, organisées sous un mode résidentiel d'une semaine, sont restées, il faut le souligner, tout à fait originales à l'heure d'aujourd'hui. Sous d'autres formats, elles restent à l'ordre du jour puisque la demande est importante et que les pouvoirs publics commencent, à la demande des familles d'enfants avec autisme, à les subsidier de manière spécifique. Pour Guilain Majrot, aborder la question de l'autisme, c'est avant tout aborder la question des personnes. Et aborder la question des personnes, c'est aborder celles-ci dans leur développement et donc dans leur parcours de vie. Alors, s'il me le permet, je positionnerai mon propos dans cette perspective. Pour permettre un diagnostic le plus précis possible, la Belgique s'est dotée de 8 centres de référence, dont 4 se situent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Peut-être ne les sait-on pas, mais leur existence est le fruit de sa persévérance et de celle de Jean-Yves Vaillé, son collègue de l'UCL. Les questions diagnostiques restent d'actualité à différents égards. D'abord, celui du diagnostic précoce, et donc de l'identification précoce d'enfants dont le développement est altéré. Dans ce domaine, nous menons à l'heure actuelle une initiative avec le soutien de la région Wallonne et de Cap 48, en collaboration avec l'ONE. Je pense ici au projet START, qui vise en effet à sensibiliser les milieux de la petite enfance aux signes d'un développement socio-communicatif perturbé, afin d'orienter au mieux et dans les meilleurs délais les familles vers des ressources appropriées. L'enjeu suivant est celui du diagnostic différentiel. Ce n'est pas parce qu'un syndrome est défini qu'il est pour autant facile à identifier chez une personne et le différencier d'autres problématiques développementales ou psychiatriques. Le dernier enjeu diagnostique, lié partiellement au précédent, est celui qui concerne les adultes. En effet, si l'on s'en rapporte aux chiffres, 75% de la population des personnes avec autisme est adulte, et pourtant aussi la plus méconnue, mais aussi la plus nombreuse. La demande est conséquente, mais elle est difficile à rencontrer, notamment en raison du désintérêt de la psychiatrie adulte pour le diagnostic différentiel. L'autisme n'attend pas l'âge adulte, comme d'autres troubles psychiatriques, pour être présent dans la vie des gens. Il devient évident pour les parents dès les premiers mois, voire les premières années de la vie de leur enfant. L'action militante de Guilain Majrot auprès des milieux associatifs et scientifiques a poussé le KCE et le Conseil supérieur de la santé, vous avez d'ailleurs présidé le groupe de travail de ce dernier, à se préoccuper des recommandations pour favoriser la qualité d'accompagnement des personnes avec autisme et en particulier celui des jeunes enfants. Ces recommandations, sans aucun doute pour partie d'entre elles, doivent encore faire l'objet d'actions militantes pour trouver leur concrétisation dans les prochaines années. En particulier, l'accueil et le soutien précoce aux familles et aux jeunes enfants avec autisme devront être renforcés dans les différents types de services déjà disponibles. Je souhaitais faire ici un aparté en soulignant votre rôle précurseur. En effet, les préconisations internationales récentes mettent en exergue l'utilité de l'Applied Behavior Analysis pour le développement des enfants avec autisme et pour la réduction des troubles comportementaux. Dans cette université, c'est depuis le début des années 80 que vous l'avez enseigné. C'est dire qu'être prophète est aussi une question de patience. Votre action phare et initiale en faveur des personnes avec autisme est d'avoir fait valoir leur droit à une scolarité. Cette action, avec le soutien de l'APEPA et de Jean-Charles Salmon, a pris la forme d'un programme de recherche et de formation intitulé Caroline, en référence à la Caroline du Nord, qui a servi de modèle, mettant en place dès 1988 un ensemble de classes adaptées aux besoins éducatifs et scolaires des élèves avec autisme.
Cette action initiale a trouvé en 2009 une concrétisation décrétale, puisqu'enfin un enseignement spécialisé adapté aux besoins des élèves avec autisme a été créé. Cette concrétisation n'est pas anecdotique, car non seulement elle conduit à préciser ce qu'est un enseignement spécialisé pour élèves avec autisme, mais elle a aussi pour impact de connaître enfin combien d'élèves avec autisme fréquentent cet enseignement, pour autant qu'ils aient un diagnostic bien sûr. On compte tout réseau confondu plus de 1000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Février 2009, en même temps que celui sur l'enseignement adapté pour élèves avec autisme, voyait également paraître le décret sur l'intégration scolaire, une de vos autres préoccupations. Peut-être verrons-nous dans les prochaines années un décret non plus d'intégration, mais d'inclusion pour animer la scolarité des élèves à besoins particuliers. L'existence même de services et les normes d'encadrement qui sont souvent évoquées comme critères principaux à prendre en compte ne garantissent en rien la qualité des services offerts. Aussi, dès l'entame du projet Caroline, la formation des professionnels a été au centre de vos préoccupations. Elle a même été instituée, et elle le reste, comme un critère d'identification de classes adaptées. Ces formations sont largement disponibles pour les professionnels de l'enseignement, comme un passage quasi obligatoire. Il n'en est pas nécessairement de même dans d'autres secteurs de services, mais les opportunités de formation permanente sont maintenant largement disponibles en Belgique et à l'étranger. Au-delà d'un éventuel accroissement de l'offre, reste à envisager pour obtenir un réel impact sur la qualité de l'offre de service, celle de la formation initiale dans toutes les catégories professionnelles, qu'elles soient du niveau bac ou master. Trop souvent, la formation permanente tente de pallier à son déficit. Et le SUSAM, direz-vous, Marie-Hélène Boucher et moi-même avons tenté de vous suivre dans votre, et vous me permettrez les mots, folie créatrice de la fin des années 80 et 90 pour créer une consultation dédiée spécifiquement à l'aide psychoéducative. Créé en 1991, le SUSAM, après des débuts chaotiques, n'a cessé de se développer, comme l'indique encore l'évolution des chiffres de ces dernières années. Nous sommes passés entre 2011 et 2015 de 30 à 99 collaborateurs. Nous desservons tous services confondus plus de 750 familles et personnes avec autisme annuellement. Ce service est unique au niveau belge, voire au niveau européen, à la fois dans sa construction et dans les missions qu'il mène. Elle touche tant au diagnostic qu'à l'accompagnement, qu'à l'accueil de jour, qu'au traitement des troubles du comportement, qu'à la formation, qu'à la diffusion documentaire de bonnes pratiques en collaboration avec les éditions de Book. Sans oublier quelques projets annexes qui aident à nous occuper dans nos périodes d'oisiveté. Beaucoup de choses ont changé grâce à vous, M. Major, mais vous le savez, il est difficile que celle-ci soit durablement installée, et d'autre part, il reste quelques combats. Quoi que l'on en pense, à contrario de l'image que les médias donnent de l'autisme autour du syndrome d'Asperger, ou en raison d'un discours portant à croire qu'avoir de l'autisme est une simple façon différente de voir le monde, l'autisme est malheureusement aussi une condition particulièrement handicapante quand elle est sévère et qu'elle est associée aux troubles du comportement. Cette condition perdure dans le temps. Si l'on s'en tient aux statistiques de la population générale pour les extrapoler aux personnes avec autisme, il faudrait considérer, comme je l'ai dit plus tôt, que 75% des personnes avec autisme sont adultes. Elles méritent donc, elles aussi, des recommandations de bonnes pratiques et des projets comme ceux qui ont permis d'aménager une scolarité plus adaptée. Toujours concernant le public des adultes avec autisme, je voudrais profiter de cette audience pour dénoncer une situation sociale et politique actuelle. Ainsi, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les seules places disponibles pour des personnes présentant des déficiences sévères le sont dans des établissements qui se sont ouverts à l'intention de bénéficiaires français. Quel paradoxe! Depuis 1996, la région wallonne vit un moratoire sur la création de services. On parle d'un plan autisme à paraître dans les prochaines semaines. On peut légitimement entretenir l'espoir qu'il comblera des attentes urgentes et criantes de familles dans des situations de désespérance et entretenir l'espoir que ces espoirs ne seront pas déçus. Sans transition, mais je sais qu'elle ne m'en aurait pas tenu à rigueur, il me plaira de rappeler qu'une personne est importante à vos côtés et aux nôtres. Elle était l'expression de la courroie de transition entre les savoirs scientifiques et les pratiques professionnelles, avec toute la modestie qui l'a caractérisée. Je voulais évoquer la mémoire de Nicole Montreuil qui nous a quittés bien trop tôt. Mais aujourd'hui, nous vous fêtons. C'est le message que vous adressiez aux parents lors des formations. Malgré vos difficultés, n'oubliez pas de faire la fête.
Gardez vos relations sociales. Nous allons donc suivre dans les heures qui viennent vos conseils au pied de la lettre. Cher Monsieur Majrotte, j'allais dire cher Guillain, mais cette familiarité à laquelle vous n'êtes pas habitué de ma part, je vais évidemment immédiatement l'abandonner, car avec cette légion d'honneur que vous allez arborer tout aussi fièrement que dignement, j'en suis certain, il ne sera plus possible de vous appeler autrement que monsieur, parce que vous êtes vraiment un grand monsieur. Et c'est une grande fierté d'être devenu un petit monsieur beaucoup.